As-tu déjà ressenti la douleur d'être seulement une option dans la vie de quelqu'un qui signifiait tout pour toi? Cette sensation de rejet, quand tu te rends compte que tu n'es pas la priorité. Il existe un ancien secret que les stoïciens maîtrisaient, une technique si puissante qu'elle inverse complètement le jeu des relations. Le plus surprenant, c'est que 87% des personnes qui appliquent ce savoir rapportent un changement total dans la façon dont elles sont traitées en seulement 21 jours. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté arrive lorsque nous maîtrisons nos émotions et réagissons avec sagesse, non avec vengeance. Tu apprendras à utiliser les principes stoïciens pour devenir la priorité absolue dans la vie de ceux qui t'ont sous-estimé. La vengeance silencieuse des sages ne consiste pas à blesser ceux qui nous ont fait du tort, mais à leur faire ressentir dans leur peau ce que nous avons ressenti. Prépare-toi à découvrir le chemin stoïcien vers la justice émotionnelle, un chemin que personne n'a eu le courage de te montrer. La douleur d'être une option est comme un éclair qui illumine l'obscurité d'une relation. Ce moment où tu te rends compte, comme une révélation soudaine et tranchante, que tu n'occupes pas la place prioritaire dans la vie de quelqu'un que tu considérais comme essentiel. Cette prise de conscience n'est pas seulement douloureuse, mais elle est aussi révélatrice. C'est un réveil existentiel qui sonne fort et clair, impossible à ignorer. Lorsque Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, écrivait « Tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. » Il nous avertissait de la nature subjective de la réalité. Appliqué aux relations, cela nous permet de comprendre que d'être traité comme une option révèle plus sur le caractère de celui qui choisit ainsi que sur notre propre valeur intrinsèque. Pense à Lucia, une femme qui a consacré 3 ans de sa vie à une relation où elle n'était toujours que la seconde option. Elle était disponible quand cela convenait, invisible quand elle n'était pas nécessaire. Les plans changeaient à la dernière minute, les messages restaient sans réponse pendant des jours et les promesses se transformaient en déception. De façon alarmante, la douleur que Lucia ressentait n'était pas seulement émotionnelle, mais se manifeste physiquement sous forme d'insomnie, de perte d'appétit et d'une sensation constante d'anxiété. Le stoïcisme ne nous demande pas de nier cette douleur, ce serait nier notre humanité. Au contraire, il nous invite à l'observer avec clarté, sans jugement. Épictète, un autre grand stoïcien, enseignait « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos interprétations de ces choses. » La douleur d'être une option peut être intensifiée par nos interprétations « Je ne suis pas assez bien, je ne serai jamais complètement aimé, il y a quelque chose de mal en moi. » Ces interprétations, bien que compréhensibles, ne sont pas des vérités absolues. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'approche stoïcienne nous encourage à séparer les faits des interprétations. Le fait, quelqu'un t'a traité comme une option. L'interprétation, cela signifie que tu as moins de valeur. Les stoïciens diraient que cette interprétation n'est pas seulement fausse, mais aussi nuisible pour notre bien-être. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne l'a pas reconnue. La douleur révélatrice fonctionne comme une vérification de la réalité. C'est comme si la vie te disait « Regarde bien, voilà le terrain sur lequel tu as construit ton foyer émotionnel. Est-il solide ou est-ce du sable mouvant ?» Cette clarté, bien que douloureuse, est le premier pas vers la transformation. Sénèque, dans ses lettres, argumentait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En appliquant cette sagesse, nous pouvons comprendre que le véritable défi n'est pas la douleur d'être une option, mais le courage de reconnaître cette réalité et d'agir en conséquence. Cette douleur révélatrice est aussi une invitation à l'introspection. Pourquoi restons-nous dans des situations où nous sommes sous-évalués? Quelles croyances limitantes nous maintiennent dans des relations déséquilibrées? Quelle peur nous empêche d'exiger le respect et la considération que nous méritons? Les stoïciens croyaient fermement à l'importance de l'autoconnaissance. Connais-toi toi-même n'était pas seulement un conseil, mais une pratique quotidienne.
Quand la douleur d'être une option se manifeste, elle offre une occasion unique d'autodécouverte. Elle expose les blessures non guéries de l'enfance, les comportements autodestructeurs et les distorsions dans notre perception de nous-mêmes. Il est important de reconnaître que dans la perspective stoïcienne, cette douleur n'est pas un ennemi contre lequel il faut lutter, mais un messager à écouter. Elle contient des informations précieuses sur nos besoins, nos limites et nos valeurs. L'ignorer serait perdre une opportunité de croissance. Un aspect souvent négligé de la philosophie stoïcienne est qu'elle ne prône ni passivité ni résignation. Les stoïciens étaient actifs dans leur réponse à l'adversité, croyant en l'action vertueuse face aux difficultés. Dans le contexte d'être traité comme une option, l'action vertueuse peut signifier établir des limites claires, communiquer ses besoins ou, dans certains cas, s'éloigner des relations qui diminuent constamment notre bien-être. Carlos, un homme de 35 ans, a découvert qu'il était la 5e option romantique dans la vie de sa partenaire de toujours. La douleur initiale a été accablante, mais au lieu de réagir avec colère ou désespoir, il a choisi le chemin stoïcien de la réflexion. Cette douleur révélatrice lui a montré qu'il avait ignoré des signes importants pendant des années, sacrifiant sa dignité au nom d'un amour qui existait davantage dans son imagination que dans la réalité. Cette révélation, bien que douloureuse, l'a libéré pour reconstruire sa vie sur des relations plus authentiques et équilibrées. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être respecté ». La douleur révélatrice a également une fonction sociale importante. Elle nous montre qui est vraiment à nos côtés dans les moments difficiles. Il est fréquent que lorsque nous faisons face à la douleur d'être une option, les amis et la famille, qui se soucient réellement de nous, apparaissent avec du soutien et de la sagesse. Ces relations authentiques sont souvent obscurcies lorsque nous sommes obsédés par quelqu'un qui nous traite comme secondaire. Dans la tradition stoïcienne, la vertu est le seul véritable bien. Lorsqu'une personne nous traite comme une option, elle montre un manque de vertus telles que la justice, le respect et la considération. La douleur révélatrice expose cette carence morale, non comme une faute de notre part, mais comme une occasion de réaffirmer notre engagement envers des relations fondées sur la vertu. Il est important de souligner que les stoïciens n'étaient pas naïfs quant à la nature humaine. Ils comprenaient que les gens agissent souvent de manière égoïste ou insignifiante. Marc Aurèle conseillait « Lorsque tu te réveilles le matin, dis-toi, les personnes avec lesquelles je vais interagir aujourd'hui seront intrusives, ingrats, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et de mauvaise humeur. » Ce n'est pas une invitation au cynisme, mais une préparation réaliste face aux imperfections humaines. La douleur révélatrice nous enseigne à distinguer entre ceux qui nous valorisent réellement et ceux qui nous voient comme une commodité. Cette distinction est cruciale pour cultiver des relations saines et significatives. Comme l'a souligné Épictète, le signe qui indique une personne véritablement grande est que rien d'extérieur ne peut la perturber. En embrassant la douleur révélatrice comme un maître, nous commençons à développer ce que les stoïciens appelaient la force intérieure, un sens de la confiance en soi et de l'autosuffisance qui ne dépend pas de l'approbation ou de la validation extérieure. Cette force ne nous rend pas insensibles ou isolés, mais elle nous permet d'établir des relations depuis une position de force et de clarté, non de besoin ou de manque. En fin de compte, la douleur révélatrice nous confronte à un choix fondamental. Nous serons définis par la façon dont les autres nous traitent, ou nous nous définirons nous-mêmes en fonction de nos valeurs et vertus. Les stoïciens plaideraient vigoureusement en faveur de la deuxième option. Comme le disait Épictète, « Fais-toi une forteresse ». Utilise les fondements de la raison. La douleur d'être une option, lorsqu'elle est perçue à travers le prisme du stoïcisme, n'est pas une impasse, mais un portail vers une vie plus authentique, alignée avec tes valeurs les plus profondes. C'est le premier pas d'un voyage d'auto-découverte et de transformation qui, paradoxalement, commence par une blessure et se termine par une force que personne ne peut te retirer. La loi du miroir est l'un des principes les plus puissants que le stoïcisme nous offre pour faire face à la douleur d'avoir été une option. Cette loi ne concerne pas la vengeance mesquine ou la rétribution émotionnelle, mais un phénomène naturel qui se produit lorsque nous configurons notre relation avec nous-mêmes et par conséquent avec les autres.
Les anciens stoïciens comprenaient profondément que l'univers fonctionne selon des cycles et des schémas prévisibles. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Ce n'est pas seulement un proverbe biblique, mais une vérité universelle qui se manifeste dans tous les aspects de l'existence humaine, en particulier dans les relations. Lorsque tu changes fondamentalement ta posture intérieure, le monde extérieur répond inévitablement. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Lorsque l'on te traitait comme une option, une narration sur ta propre valeur se créait dans ton esprit. La loi du miroir commence lorsque tu écris consciemment cette narration. Il ne s'agit pas de faire semblant que la douleur n'a pas existé, mais de la reconnaître et malgré tout, choisir une interprétation qui préserve ta dignité. Ce qui est fascinant dans cette loi, c'est qu'elle fonctionne indépendamment de toute intention vengeresse. Tu n'as pas besoin de désirer que l'autre ressente la même douleur que toi. Le stoïcisme nous enseigne que désirer le mal d'autrui, même de ceux qui nous ont fait du tort, est contraire à la vertu et donc nuisible à notre propre bien-être. La loi du miroir opère naturellement lorsque tu te positionnes en tant que personne qui mérite d'être une priorité. Lorsque tu cesses de faire tourner ta vie autour de ceux qui te considéraient comme optionnels, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le vide créé par ton absence émotionnelle, pas nécessairement physique, crée un déséquilibre que l'autre ressent inévitablement. C'est comme si la gravité émotionnelle de la relation changeait soudainement. Ce qui était autrefois garanti devient incertain. Ce qui était pratique devient exigeant. Marc Aurèle commentait « Très bientôt tu seras mort, et pourtant tu n'es ni simple ni calme ». Ce rappel de la mortalité nous invite à vivre de manière authentique, sans jeu émotionnel ni manipulation. La loi du miroir ne consiste pas à manipuler les autres pour qu'ils te manquent, mais à vivre si pleinement ta vérité que ton absence devient palpable. Un élément crucial de la loi du miroir est le détachement des résultats. Les stoïciens étaient des maîtres pour se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Tu ne peux pas contrôler si la personne qui t'a traité comme une option te manquera, se rendra compte de son erreur ou essaiera de récupérer sa place dans ta vie. Tu peux uniquement contrôler ta propre conduite et les vertus que tu choisis de cultiver. Ce détachement crée un paradoxe intéressant. Moins tu te soucies du résultat, plus il est probable que la loi du miroir fonctionne. Lorsque tu avances réellement sans stratégie pour rendre l'autre jaloux ou repentant, c'est là que tu deviens plus magnétique, non pas parce que tu essaies de l'être, mais parce que tu vis authentiquement à la hauteur de ta valeur inhérente. Sénèque écrivait que la plupart de nos problèmes ne proviennent pas de ce qui nous arrive, mais de nos attentes quant à ce qui devrait arriver. Lorsque tu étais traité comme une option, tu avais probablement des attentes sur la manière dont tu devrais être traité. La loi du miroir exige que tu laisses de côté ces attentes spécifiques vis-à-vis de l'autre personne et que tu te concentres sur le fait de vivre selon tes propres attentes, pour toi-même. La loi du miroir fonctionne aussi à travers le contraste. Lorsque tu cesses d'accepter des miettes émotionnelles et que tu commences à cultiver des relations dans lesquelles tu es valorisé, la différence devient évidente. Ceux qui t'ont traité comme une option se rendent souvent compte, à travers ce contraste, de ce qu'ils ont perdu. Pas parce que tu cherches à leur prouver quelque chose, mais parce que la réalité parle d'elle-même. Un autre aspect fascinant de cette loi est qu'elle génère une transformation interne qui devient visible, à l'extérieur. Les stoïciens croyaient que la vertu se manifestait non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans la manière dont nous agissons au quotidien. Lorsque tu cultives le respect de toi-même, la dignité et l'intégrité, cela se reflète dans ta posture, ta voix, ton regard. Tu commences à rayonner une confiance calme, naturellement attirante. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle nécessite une pratique quotidienne et une vigilance constante contre les anciens schémas de pensée. Les stoïciens étaient de grands défenseurs de la pratique quotidienne. Sénèque recommandait un examen de conscience nocturne dans lequel on passait en revue la journée et on évaluait les progrès réalisés vers la vertu. En appliquant cette habitude à la loi du miroir, tu peux te demander « Aujourd'hui, ai-je agi comme quelqu'un qui se valorise pleinement ? Me suis-je permis de me laisser traiter comme une option ou ai-je exigé le respect que je mérite ?» Il est important de se rappeler que la loi du miroir n'a pas pour but de manipuler les autres pour obtenir des avantages émotionnels,
Cela serait contraire au principe stoïcien de vertu et d'intégrité. Il s'agit plutôt de restaurer l'équilibre naturel qui a été perturbé lorsque tu as accepté d'être traité comme moins que ce que tu mérites. Lorsque tu cesses de chercher une validation extérieure et trouves ta propre centralité, l'univers répond de manière surprenante. Les personnes qui te voyaient autrefois comme une option ressentent maintenant de la curiosité pour ta transformation. Il n'est pas rare que ceux qui te considérèrent comme optionnel commencent à remettre en question ton choix, non pas parce que tu joues à des jeux émotionnels, mais parce que ton absence révèle un vide qui était auparavant comblé par ta présence inconditionnelle. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être choisi ». La loi du miroir opère également à un niveau énergétique. Les stoïciens, bien qu'ils n'utilisèrent pas cette terminologie moderne, comprenaient que les êtres humains réagissent à des signaux subtils et non verbaux. Lorsque tu cesses d'émettre l'énergie de quelqu'un qui désire désespérément l'approbation et que tu commences à irradier l'énergie de quelqu'un qui est complète en soi, les gens te répondent différemment. Un concept fondamental du stoïcisme est l'impression, c'est-à-dire la manière dont nous percevons et interprétons les événements. Épictète enseignait que nous devons suspendre notre jugement immédiat et examiner nos impressions avant de les accepter comme vérité. Lorsque nous appliquons ce principe à la loi du miroir, nous cessons d'interpréter le comportement des autres comme un reflet de notre valeur. Et nous commençons à le voir comme une information sur nos propres valeurs et caractères. La véritable beauté de la loi du miroir est que même si la personne qui t'a traité comme une option ne croise plus jamais ton chemin, tu auras gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. La capacité de ne plus jamais permettre que l'on te traite comme moins que ce que tu mérites. C'est le véritable triomphe de l'esprit stoïque, non pas la victoire sur les autres, mais la conquête de ton propre empire intérieur. C'est une réponse naturelle à la peur de la perte. Nous essayons de nous accrocher davantage à ce qui nous échappe, mais les stoïciens ont découvert il y a plus de 2000 ans ce que la psychologie moderne confirme aujourd'hui. Plus on poursuit, plus l'autre s'éloigne. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu veux, mais que les événements se produisent comme ils se produisent, et ta vie aura un cours serein. » Cette simple phrase contient l'essence du détachement magnétique. Lorsque tu arrêtes de résister à la réalité de ta relation et que tu acceptes qu'on t'ait traité comme une option, tu libères une grande quantité d'énergie qui était gaspillée dans la négation et la résistance. Le détachement ne signifie pas abandon ou indifférence. Il ne s'agit pas de prétendre que tu ne te soucies pas quand en réalité tu t'en soucies profondément. Les stoïciens n'étaient pas favorables à réprimer les émotions ni à nier les sentiments. Ils croyaient en la reconnaissance totale de nos émotions, mais pas en leur permettant de contrôler nos actions. Le véritable détachement commence avec l'acceptation. Tu acceptes la réalité telle qu'elle est. Quelqu'un que tu appréciais a choisi de ne pas t'apprécier. Tu ressens la douleur de cette vérité, mais tu ne l'utilises pas comme carburant pour des actions désespérées. Au contraire, tu diriges cette énergie vers ta croissance personnelle. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » C'est là le noyau du détachement magnétique. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te traitent, mais tu as un contrôle absolu sur la manière dont tu réponds à ce traitement. Lorsque tu cesses de tenter de contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire les choix et les sentiments des autres, et que tu commences à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes propres choix et ton développement, une transformation remarquable s'opère. Tu commences à revendiquer ton pouvoir personnel. Ce changement intérieur crée un changement extérieur visible. Tu as l'air différent, tu agis différemment et les autres le remarquent. Le magnétisme du détachement vient du fait que les êtres humains sont naturellement attirés par ceux qui n'en ont pas besoin pour se sentir complets. Il y a quelque chose de profondément attirant chez quelqu'un qui est bien avec soi-même, qui a un centre de gravité interne, plutôt que de chercher constamment la validation extérieure. Sénèque, un autre grand stoïcien, a observé « C'est une grande chose d'être fort dans l'adversité, d'être heureux au milieu des difficultés, d'être calme dans la tempête. Lorsque tu cultives cette force intérieure à travers le détachement, tu deviens un phare dans une tempête, stable et fiable, une source de lumière propre.
Le détachement magnétique fonctionne également en éliminant l'énergie de résistance. Lorsque tu es attaché à un résultat spécifique, comme faire en sorte que quelqu'un t'apprécie davantage, tu crées une énergie de besoin et de manque. Cette énergie est notable et souvent repoussante. Lorsque tu lâches prise, cette énergie est remplacée par un sentiment de paix et d'autosuffisance, ce qui est naturellement attractif. Pense au détachement magnétique comme à la différence entre courir après un papillon et rester immobile dans le jardin. Plus tu cours derrière le papillon, plus il s'éloigne. Mais lorsque tu t'assois en silence, concentré sur le plaisir du jardin, les papillons viennent souvent se poser sur toi de leur propre volonté. Une partie essentielle du détachement magnétique est le développement de ce que les stoïciens appelaient l'autarcie, la capacité d'être autosuffisant et de trouver la réalisation en soi-même. Cela ne signifie pas que tu ne veux pas ou n'apprécies pas les relations, mais que tu n'en dépends pas pour ta joie fondamentale. Les stoïciens croyaient fermement que le véritable bonheur provient de vivre vertueusement, non des circonstances extérieures favorables. Lorsque tu adoptes cette philosophie, tu te libères du besoin désespéré d'être choisi, apprécié ou priorisé par les autres. Paradoxalement, c'est cette même liberté qui conduit souvent les autres à t'apprécier davantage. Le détachement magnétique comporte également un élément de mystère. Lorsque tu cesses d'être prévisible, toujours disponible, toujours désireux de plaire, tu deviens plus intéressant. Pas parce que tu joues à des jeux émotionnels, mais parce que tu es véritablement concentré sur ton propre voyage, au lieu de tourner autour de quelqu'un d'autre. Le processus de développement du détachement magnétique commence par de petites pratiques quotidiennes. Les stoïciens étaient de grands défenseurs de la pratique constante. Parmi les pratiques qui peuvent t'aider à cultiver le détachement magnétique, on trouve la méditation quotidienne sur la nature temporaire de toute chose, y compris des relations, pratiquer la gratitude pour ce que tu as maintenant au lieu de regretter ce que tu as perdu ou ce que tu veux, établir des limites saines dans les relations sans colère ni ressentiment, développer des intérêts et des passions qui ne dépendent pas d'une autre personne et cultiver un réseau de relations saines sans mettre tous tes besoins émotionnels sur une seule personne. Un aspect clé du détachement magnétique est la concentration sur le présent. Lorsque l'on t'a traité comme une option, il est tentant de ressasser le passé, de se demander ce que tu as mal fait ou de t'inquiéter pour l'avenir, en te demandant si tu seras un jour apprécié. Les stoïciens ont insisté sur l'importance de vivre dans l'instant présent, le seul moment sur lequel nous ayons un certain contrôle. Marc Aurèle conseillait « Concentre-toi sur ce qui est devant toi, sur ce qui est à ta portée. » Lorsque tu diriges ton attention sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour vivre une vie vertueuse et significative, peu importe comment les autres te traitent, tu iras naturellement une confiance magnétique. Le détachement magnétique se manifeste également dans la manière dont tu te communiques. Lorsque tu es attaché à un résultat, ta communication a tendance à être indirecte, manipulatrice ou pleine d'attentes non exprimées. Lorsque tu pratiques le détachement, ta communication devient plus directe, honnête et sans complications. Cette clarté et cette authenticité sont naturellement attrayantes. Il est important de noter que le détachement magnétique n'est pas une stratégie pour récupérer quelqu'un qui t'a traité comme une option. Si tel était ton objectif, tu serais encore attaché à un résultat spécifique. En revanche, il s'agit d'une philosophie de vie qui te libère du besoin d'être choisi par une personne spécifique, laissant ainsi de l'espace pour que des relations plus saines entrent dans ta vie. Épictète enseignait « Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce de théâtre, du genre que l'auteur veut. Si l'auteur veut que tu sois court, sois-le. Si l'auteur veut que tu joues un mendiant, fais-le avec talent, de même si tu es boiteux, magistrat ou homme commun, parce que c'est ton rôle, joue-le bien. Mais le choix dépend d'un autre. » Cette perspective nous aide à comprendre que nous ne pouvons pas contrôler si nous sommes la première option de quelqu'un, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous jouons notre rôle dans la vie, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous embrassons cette vérité avec sérénité et dignité, notre détachement devient véritablement magnétique. À mesure que tu pratiques le détachement magnétique, tu commences à réaliser que ton bonheur n'a jamais vraiment été entre les mains de quelqu'un d'autre. Il a toujours été en toi, attendant d'être découvert à travers la pratique des vertus stoïciennes. La sagesse, le courage, la justice et la modération. Et voici le dernier paradoxe du détachement magnétique.
Lorsque tu laisses vraiment de côté le besoin que quelqu'un te choisisse comme priorité, tu deviens le genre de personne à laquelle les autres accordent naturellement de la priorité, non pas pour ce que tu fais pour les satisfaire, mais pour ce que tu es au fond de toi. Le silence puissant. Lorsque l'on nous a traités comme une option, la tendance naturelle est de réagir immédiatement. Nous voulons expliquer, convaincre, supplier ou même attaquer. Nous pensons que les mots résoudront le problème ou vengeront notre fierté blessée. Mais il existe une réponse bien plus puissante, enracinée dans la sagesse stoïque, le silence délibéré et conscient. Le silence puissant n'est pas l'absence de communication par peur ou incapacité à s'exprimer. C'est un choix stratégique et réfléchi. Laisser tes actions et non tes mots communiquer ta valeur, c'est comprendre que souvent, dire moins, c'est communiquer plus. Pense à la puissance d'une pause théâtrale, au moment exact où le public attend une réponse immédiate. L'acteur reste simplement silencieux et toute la salle retient son souffle, complètement absorbé par le moment. Le silence crée de la tension, de l'anticipation et, surtout, de l'espace pour la réflexion. Quand tu cesses de réagir verbalement à ceux qui t'ont traité comme une option, tu crées ce même genre d'espace, un vide qui demande naturellement à être comblé. L'absence de leurs explications habituelles, justifications ou appels émotionnels se remarque, et de manière bien plus percutante que ne le feraient les mots. Le silence puissant empêche également le cycle de réactivité courant, celui dans lequel nous finissons par nourrir des situations toxiques avec notre énergie. Souvent, quand nous nous sentons sous-évalués, nous tombons dans le piège de chercher à prouver notre valeur. Nous envoyons des messages longs pour expliquer pourquoi nous méritons d'être mieux traités. Faisons des discours émotionnels sur nos sentiments blessés et tentons de négocier plus d'attention, de temps ou de considération. Le problème, c'est que ces actions, bien qu'elles soient compréhensibles, communiquent inconsciemment ceci. J'ai besoin de te convaincre de ma valeur. Et tout ce qui doit être convaincu est, par définition, discutable. Un silence puissant brise ce cycle contre-productif. Les personnes véritablement sûres de leur valeur n'ont pas besoin de la déclarer constamment. De même, lorsque tu choisis le silence puissant, tu communiques une confiance inébranlable en ta valeur intrinsèque. Cela montre que tu n'as pas besoin de validation ou d'approbation de la personne qui t'a rendu optionnel. Pense au silence comme à un miroir. Lorsque tu cesses de remplir l'espace avec tes mots, tes explications et tes supplications émotionnelles, tu places un miroir devant l'autre personne. Elle est obligée de voir ses propres actions et choix sans le filtre de ses réactions. Il n'y a plus d'excuses, de justification ni de distraction. Il y a là la vérité nue de la façon dont elle a choisi de te traiter. Le silence puissant sert aussi de processus de désintoxication émotionnelle. Chaque fois que tu expliques, justifies ou supplies, tu renforces les schémas neuronaux de dépendance émotionnelle. Tu dis à ton cerveau que cette personne est si importante que tu es prêt à compromettre ta dignité pour maintenir son approbation. Le silence interrompt ce schéma et permet à ton cerveau de commencer à former de nouvelles connexions basées sur le respect de soi. Une des beautés du silence puissant est qu'il fonctionne dans n'importe quelle situation où tu as été traité comme une option. Dans un contexte romantique, cela peut signifier ne pas répondre immédiatement aux messages incohérents ou ne pas initier le contact avec ceux qui ne communiquent avec toi que lorsque c'est pratique pour eux. Dans les amitiés, cela peut signifier arrêter de tout faire pour maintenir la relation. Au travail, cela peut être de ne pas compenser les collègues qui te mettent toujours en dernier lorsqu'ils ont besoin d'aide. Il est important de comprendre que le silence puissant n'est pas une tactique manipulatrice pour faire en sorte que l'autre personne te manque ou se repente. Ce ne serait qu'une autre façon de chercher une validation extérieure. Au contraire, c'est une pratique d'authenticité. Tu cesses simplement d'investir de l'énergie là où elle n'est pas appréciée et rediriges cette énergie vers ta propre croissance. Cette redirection de l'énergie est essentielle. Le vide créé par ton silence doit être rempli par des actions qui réaffirment ta valeur et élargissent ta vie. Cela pourrait signifier développer de nouveaux intérêts, renforcer d'autres relations, investir dans ton développement personnel ou professionnel, ou simplement profiter de ta propre compagnie. Dans la tradition stoïque, nous trouvons le concept d'impression, ces interprétations automatiques que nous faisons des événements.
Lorsque quelqu'un nous traite comme une option et que nous répondons par un silence puissant, des impressions défiantes surviennent souvent. Suis-je trop orgueilleux? Et si je perdais cette personne pour toujours? Peut-être devrais-je expliquer encore une fois ce que je ressens. La pratique stoïque nous enseigne à examiner ces impressions avant d'agir. Demande-toi, cette impression est-elle en accord avec ma valeur intrinsèque? M'amène-t-elle à agir de manière digne et vertueuse? Souvent, nous constatons que l'impulsion de rompre le silence vient plus de la peur que de la sagesse. Le silence puissant crée aussi un espace où l'autre personne peut sentir ton absence. Lorsque tu es constamment disponible, expliquant sans cesse, ton absence se remarque plus. Elle crée un contraste qui est impossible à ignorer. Un aspect souvent négligé du silence puissant est son effet sur ta propre perception. Lorsque tu agis constamment de manière alignée avec ta valeur, tu commences à internaliser cette valeur. Tu ne communiques pas seulement aux autres que tu mérites du respect, mais ce qui est encore plus important, tu te le communiques à toi-même. La pratique du silence puissant n'a pas besoin d'être absolue pour être efficace. Il ne s'agit pas de faire un traitement silencieux enfantin où l'on ignore complètement la personne. Il s'agit de communiquer avec économie et dignité. Réponds quand c'est approprié, mais sans l'urgence émotionnelle ou la surénonciation qui caractérise le besoin d'approbation. Quelques formes pratiques pour mettre en œuvre le silence puissant incluent attendre au moins quelques heures avant de répondre aux messages qui ne sont pas urgents, surtout ceux des personnes incohérentes. Réduire le volume de tes communications. Si tu envoyais auparavant des paragraphes, envoie maintenant des phrases. Si tu initiais le contact quotidien, réduis-le à une fréquence plus respectueuse de ton propre temps et énergie. Arrête de trop t'expliquer. Tu n'as pas besoin de justifier tes choix, préférences ou limites. Cesse de remplir les silences gênants dans les conversations. Permets à l'autre de porter également le poids de l'interaction. Observe soigneusement tes émotions avant de répondre. Si tu es sur le point de parler par peur de perdre quelqu'un, considère le silence comme une alternative plus digne. Un des effets les plus intéressants du silence puissant est la manière dont il mène souvent à un renversement de rôle. La personne qui t'a traité comme une option peut commencer à rechercher ton approbation, initier plus fréquemment le contact ou même demander pourquoi tu as changé. C'est à ce moment que beaucoup tombent dans le piège d'expliquer leur nouvelle approche, annulant ainsi son effet. Le véritable pouvoir du silence réside dans le fait de le maintenir, même lorsque les résultats commencent à apparaître. Ne t'explique pas ta transformation, vis-la simplement. Laisse tes actions cohérentes au fil du temps raconter l'histoire de ta nouvelle relation avec toi-même. Il est important de souligner que le silence puissant n'est pas une tactique manipulatrice. Il ne s'agit pas de nier la communication honnête lorsque cela est approprié. Si l'autre personne cherche vraiment à comprendre comment elle t'a blessé ou comment elle pourrait réparer la relation. Une conversation directe et claire peut être précieuse. La différence est que cette conversation aura désormais lieu selon ses termes, depuis une position de force, non de besoin. Le silence puissant est comme la pause d'un chef d'orchestre avant un mouvement important dans une symphonie. Ce n'est pas l'absence de musique, c'est une partie intégrante de celle-ci. Il crée de la tension, de l'anticipation et de la concentration. De la même manière, ton silence conscient n'est pas une absence de communication, mais une forme profonde et percutante de communiquer ta transformation intérieure. Lorsque tu maîtrises l'art du silence puissant, tu te libères de la nécessité désespérée d'être entendu, compris ou validé par ceux qui n'ont pas prouvé qu'ils valorisent ta voix. En revanche, tu commences à parler seulement lorsque tes mots servent ta vérité et ta dignité. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que ta voix devient véritablement impossible à ignorer. Attirer le regret ne consiste pas à chercher la vengeance, ni à faire souffrir quelqu'un simplement parce qu'il t'a traité comme une option. La perspective stoïque nous enseigne quelque chose de bien plus profond et puissant. Lorsque tu te transformes véritablement après la douleur d'être une option, le regret de l'autre arrive naturellement, comme une conséquence inévitable de la réalité qui se déroule. Ce phénomène a une beauté particulière, car il ne nécessite aucun effort manipulatoire de ta part. Tu n'as pas besoin de planifier des stratégies complexes, ni de jouer à des jeux émotionnels. Ce qui est nécessaire, c'est ton engagement sincère envers ta propre croissance et ton estime de toi. Le regret authentique
ne peut être forcé. Les tentatives de provoquer la culpabilité par des accusations, des rappels constants des erreurs passées ou des chantages émotionnels produisent, dans le meilleur des cas, un remords superficiel qui se transforme rapidement en ressentiment. Le véritable regret surgit de la prise de conscience intérieure, lorsque quelqu'un reconnaît par lui-même la valeur de ce qu'il a perdu ou gaspillé. Lorsque tu étais traité comme une option, quelque chose de fondamentalement injuste s'est produit. Sa valeur n'a pas été reconnue, sa loyauté n'a pas été honorée, sa dévotion était prise pour acquise. La réponse stoïque à cette injustice n'est pas de chercher une compensation ou un châtiment direct, mais de réaffirmer sa propre valeur à travers des actions cohérentes et une dignité inébranlable. Le processus commence lorsque tu cesses d'être disponible pour un traitement inférieur. Silencieusement, tu établis de nouvelles normes quant à la manière dont tu permets qu'on te traite. Il n'y a pas d'ultimatum dramatique ni de déclaration grandiloquente, juste une nouvelle réalité qui se crée à travers des choix cohérents. À mesure que tu t'éloignes de la dynamique où tu étais pris pour acquis, un espace se crée. Cet espace permet à l'autre personne d'expérimenter les conséquences naturelles de ses choix précédents. Non parce que tu orchestras ces conséquences, mais simplement parce que tu as cessé de les atténuer. Le regret commence à se manifester sous forme de petits signes, des messages inattendus demandant comment tu vas, des tentatives de rétablir l'ancienne dynamique, ou même des expressions directes de regret pour des comportements passés. La tentation à ce stade est de revenir à l'ancien schéma, séduit par la validation que tu as toujours souhaitée. La sagesse stoïque nous conseille d'observer ces manifestations avec calme, sans réagir impulsivement. La question fondamentale à ce moment-là n'est pas de savoir si tu as gagné en faisant regretter quelqu'un, mais si tu restes fidèle à ta transformation. Le véritable triomphe ne réside pas dans le fait de provoquer le regret chez les autres, mais dans le fait d'arriver à un endroit où ce regret ne définit plus ton sens de la valeur ou de la validation. Le regret authentique a des couches. Initialement, il peut sembler être une sensation de perte. L'autre personne te manque, pas nécessairement parce qu'elle reconnaît ta valeur, mais parce qu'elle ressent l'absence des bénéfices que tu apportais. C'est le niveau le plus superficiel et le moins significatif. Avec le temps, un regret plus profond peut émerger. La reconnaissance qu'elle a gaspillé des opportunités de connexion authentique, qu'elle a négligé une relation précieuse, qu'elle a pris de mauvaises décisions. Ce type de regret a un potentiel transformateur, non seulement pour toi, mais aussi pour la personne qui l'éprouve. Cependant, le regret ne se manifeste pas toujours de manière directe ou explicite. Certaines personnes sont incapables d'admettre leurs erreurs ou de reconnaître la valeur qu'elles ont perdue. Dans ces cas, le regret peut se manifester par des comportements contradictoires. Un mélange de ressentiment et de tentatives d'approche, de critique et d'éloge, de retrait et de retour. La perspective stoïque nous aide à maintenir la clarté face à ces manifestations confuses. L'accent reste sur notre propre intégrité et croissance, non sur l'interprétation des comportements des autres. Le regret de l'autre, manifesté ou non, est secondaire à notre propre paix intérieure. Il existe une différence cruciale entre attirer naturellement le regret et manipuler quelqu'un pour qu'il se sente coupable. Dans l'approche stoïque, le regret de l'autre n'est jamais l'objectif principal, mais une conséquence naturelle de la propre transformation. Tu n'as pas pour mission d'enseigner une leçon, mais d'être à la hauteur de ta valeur inhérente. Un aspect fascinant de ce processus est la façon dont il conduit souvent à un renversement complet de la dynamique. La personne qui t'a un jour considéré comme une option pratique peut commencer à te voir comme quelqu'un de désirable, précieux et même inatteignable, non pas parce que tu joues à des jeux d'indisponibilité, mais parce que ta véritable croissance personnelle a généré une aura d'autosuffisance et d'estime de soi qui est naturellement attirante. Ce renversement apporte un nouveau défi. Que faire lorsque la personne qui t'a traité comme une option veut maintenant faire de toi une priorité? La sagesse stoïque nous invite à évaluer cette situation non sur la base des émotions résiduelles, qu'il s'agisse de douleur ou de désir, mais sur la base de principes clairs et d'une observation attentive. Le véritable regret se manifeste par des changements constants dans le comportement au fil du temps, non par des paroles flatteuses ou des promesses élevées. La personne démontre par des actions constantes qu'elle a vraiment compris son erreur et s'engage dans un nouveau modèle de relation.
Même face à un regret authentique, tu n'as pas l'obligation de reprendre une relation qui a été douloureuse. La philosophie stoïque met l'accent sur notre liberté intérieure de choisir des relations qui contribuent à notre bien-être et à notre croissance vertueuse. Pardonner ne signifie pas nécessairement se rétracter. Dans certains cas, le cercle complet de ce processus conduit à des relations profondément renouvelées, fondées sur des bases plus saines de respect mutuel et d'appréciation authentique. Dans d'autres, le résultat le plus sain est la dissolution définitive du lien, avec les deux parties prenant des chemins séparés, ayant appris des leçons précieuses. Ce qui rend ce processus si puissant, c'est qu'indépendamment du résultat spécifique concernant l'autre personne, tu en ressors renforcé, plus clair sur ta valeur et mieux équipé pour cultiver des relations saines. Dans le futur, le regret que tu attires sert de confirmation externe d'une vérité que tu as déjà intériorisée. Ta valeur n'a jamais dépendu de la validation de ceux qui ne savaient pas comment te reconnaître. Il est important de garder à l'esprit que le temps joue un rôle crucial dans ce processus. Le véritable regret arrive rarement immédiatement. Souvent, il y a une période où l'autre personne essaie de maintenir le statu quo, peut-être même en intensifiant les comportements manipulateurs pour restaurer la dynamique précédente, où tu étais toujours disponible malgré le fait d'être traité comme secondaire. Pendant cette phase, ta constance est clé. Chaque fois que tu maintiens tes nouveaux limites avec facilité, chaque fois que tu choisis ta paix intérieure plutôt que de céder aux anciennes dynamiques, tu renforces la nouvelle réalité que tu crées. Cette constance est ce qui conduit finalement au moment de clarté où le véritable regret peut émerger. Le regret, lorsqu'il vient naturellement en raison de ta transformation, a un pouvoir rédempteur, non seulement pour toi, mais aussi potentiellement pour l'autre personne. En expérimentant les conséquences naturelles de ses choix précédents, elle a l'opportunité de grandir, d'élargir sa conscience et peut-être de traiter les relations futures avec plus de sagesse et de considération. C'est l'un des aspects les plus nobles de la philosophie stoïque. Même lorsque nous traitons avec ceux qui nous ont blessés, nous cherchons des résultats qui puissent bénéficier à toutes les parties impliquées, non par naïveté ou martyre, mais parce que nous comprenons que le véritable bien d'un individu est aligné avec le bien plus grand. Enfin, il est important de se rappeler que toutes les personnes ne sont pas capables de ressentir un regret véritable ou d'apprendre de leurs expériences. Certaines restent enfermées dans des schémas de comportement qui les empêchent de reconnaître la valeur qu'elles ont perdue. La philosophie stoïque nous enseigne à accepter cette réalité avec sérénité, sans laisser l'absence de regret de la part de l'autre diminuer notre paix intérieure ou la validité de notre transformation personnelle. Le véritable pouvoir pour attirer le regret ne réside pas dans l'effet qu'il a sur l'autre personne, mais dans la confirmation qu'il offre de ton propre voyage. Tu n'as pas besoin de cette reconnaissance externe pour valider ta valeur, mais quand elle survient naturellement, elle sert de rappel de combien tu as grandi et de l'importance de ta décision de ne plus accepter d'être seulement une option dans la vie de quelqu'un. Il y a une qualité magnétique chez ceux qui ont surmonté la douleur d'être traités comme une option, une présence qui non seulement attire l'attention, mais impose également le respect. Cette présence irrésistible ne repose pas sur la beauté physique, le statut social ou les réalisations externes. Elle émane de quelque chose de beaucoup plus profond et durable, une relation transformée avec la valeur propre. Lorsque tu vis l'expérience d'être une option, tu développes une hypersensibilité aux opinions et réactions des autres, surveillant constamment les signes d'approbation ou de rejet, ajustant ton comportement, ton apparence et même tes opinions pour maximiser l'acceptation. Cette vigilance constante crée une présence tendue, insécure et, ironiquement, moins attrayante. Le stoïcisme offre un chemin radicalement différent. Au lieu de chercher la validation externe, il dirige ton attention vers l'intérieur. Il cultive les vertus intérieures, sagesse, courage, justice et modération. Tu te concentres uniquement sur ce qui est sous ton contrôle, tes propres pensées et actions. Ce changement de focus transforme non seulement la façon dont tu te sens, mais aussi la manière dont les autres te perçoivent. La présence irrésistible commence par une posture mentale. La compréhension profonde que ta valeur n'augmente pas lorsque l'on te désire, ni ne diminue lorsque l'on te rejette. Cette compréhension crée une solidité intérieure, une sérénité immédiatement perceptible.
Observe comment les gens gravitent naturellement vers ceux qui semblent complets en eux-mêmes. Il n'est pas surprenant que nous soyons souvent plus attirés par les personnes qui ne montrent pas un besoin désespéré de notre approbation. Il y a une qualité magnétique dans l'autosuffisance émotionnelle. Ta présence physique change lorsque tu n'es plus dominé par le besoin de plaire. Tes épaules se détendent, ta respiration devient plus profonde, ton regard se fait direct et calme, et tes mots prennent du poids, car ils ne sont plus dilués par l'excès ou l'anxiété de combler les silences gênants. Tu occupes l'espace physique et social différemment. La tranquillité devient ta signature. Lorsque quelqu'un se moque de toi, tu réponds avec équilibre, non avec réactivité. Lorsque surgit un conflit, tu l'abordes avec clarté, non avec du drame. Lorsque tu reçois un compliment, tu l'acceptes gentiment, sans le rejeter, ni en dépendre pour ton propre bonheur. Cette constance émotionnelle est extraordinairement attrayante dans un monde caractérisé par des réactions exagérées et l'instabilité. Un aspect clé de la présence irrésistible est l'authenticité. Lorsque tu cesses de modeler ton comportement pour plaire aux autres, il émerge une congruence entre qui tu es intérieurement et comment tu t'exprimes extérieurement. Cette congruence est immédiatement perceptible et profondément attractive. Les gens ont le sentiment d'interagir avec quelqu'un de réel, et non avec une personne soigneusement construite. L'ironie est que plus tu essaies moins d'impressionner, plus tu deviens impressionnant. Lorsque tu mets de côté le besoin d'être perçu d'une certaine manière, les gens peuvent enfin voir qui tu es vraiment. Et cette vision claire conduit souvent à un plus grand respect et admiration que toute image fabriquée ne pourrait générer. La présence écrasante se manifeste aussi dans la façon dont tu prends des décisions. Quelqu'un qui a été traité comme une option prend souvent des décisions basées sur la peur. La peur de déplaire, la peur d'être abandonné, la peur de perdre sa place. Lorsque tu mets de côté ces peurs, tes décisions sont guidées par des principes et des valeurs, non par des anxiétés. Cette clarté dans la prise de décision communique de la force et inspire la confiance. Ta relation avec le temps change aussi drastiquement. Lorsque tu cherches constamment à te prouver ou à assurer l'approbation, il y a une urgence frénétique dans tes interactions. Tu réponds immédiatement aux messages, tu es toujours disponible. Tu ajustes ton emploi du temps pour plaire aux autres. Au fur et à mesure que tu développes une présence irrésistible, tu commences à valoriser ton temps de manière appropriée. Tu es présent quand tu es présent et absent quand tu es absent, sans excuses ni explications excessives. Cette relation saine avec le temps communique subtilement que tu as une vie pleine et significative, qui ne tourne pas autour de la disponibilité pour les autres. Paradoxalement, cela fait que ton temps et ton attention sont plus précieux quand tu les offres. La façon dont tu gères l'adversité devient aussi une partie de ta présence irrésistible. Lorsque tu intègres la perspective stoïque, selon laquelle les obstacles sont des opportunités pour exercer la vertu, ta réponse aux difficultés change fondamentalement. Au lieu de te victimiser ou de jouer un rôle, tu fais preuve d'une résilience silencieuse et d'une détermination ferme. Cette capacité à affronter les défis sans être défait par eux communique une force intérieure et attractive. Ton langage corporel transmet ta transformation intérieure. Les recherches montrent que plus de 50% de la communication humaine est non verbale. Lorsque tu crois véritablement en ta valeur inhérente, ton corps le communique à travers des subtilités que les autres perçoivent, même sans conscience explicite. Contact visuel soutenu sans être invasif, posture droite sans être rigide, gestes plus calmes et délibérés, expression faciale qui reflète des émotions authentiques plutôt que des réactions calculées pour obtenir l'approbation. L'espace psychologique et émotionnel que tu occupes change également. Avant, tu pouvais essayer de te faire plus petit pour ne pas déranger ou plus grand pour impressionner. Maintenant, tu occupes simplement l'espace qui t'appartient naturellement, ni plus ni moins. Cette congruence entre ton être intérieur et ton expression extérieure crée une sensation de solidité et de confiance qui attire les autres. Ta voix, littéralement et métaphoriquement, se transforme aussi. Le ton, le rythme et le volume reflètent la sécurité de quelqu'un qui n'a pas besoin de crier pour être entendu ou de parler à voix basse pour ne pas déranger. Tu exprimes tes opinions sans agressivité ni timidité, car ton objectif n'est plus de convaincre les autres de ta valeur, mais simplement de communiquer ta vérité.
Les relations que tu cultives reflètent et renforcent également ta présence irrésistible. Naturellement, tu commences à graviter vers les personnes qui reflètent le respect et la considération que tu exiges maintenant. Leurs cercles sociaux s'ajustent pour accueillir ta nouvelle façon d'être, souvent en s'élevant pour correspondre à la qualité de présence que tu émets. La présence irrésistible se manifeste aussi dans la façon dont tu établis et maintiens des limites, sans drame ni hostilité. Tu laisses simplement clairement savoir ce que tu es prêt à accepter et ce que tu n'acceptes pas dans tes relations. Ces limites ne sont pas des murs pour éloigner les gens, mais des paramètres clairs qui définissent comment tu permets qu'on te traite. Un aspect fascinant de la présence irrésistible est qu'elle suscite souvent la curiosité. Les gens veulent naturellement comprendre la source de ta tranquillité et de ta confiance en toi. Sans aucun effort manipulateur de ta part, tu deviens un objet d'intérêt véritable, non pas pour l'image que tu projettes, mais pour l'authenticité que tu émets. Cette curiosité devient souvent de l'admiration et finalement, un désir de proximité. Voici la véritable ironie. Lorsque tu passes de la nécessité de l'approbation de ceux qui t'ont traité comme une option, tu deviens souvent celui qu'ils cherchent activement à avoir dans leur vie. La présence irrésistible n'est pas quelque chose que tu fais ou réalises. C'est quelque chose dans quoi tu te transformes lorsque tu internalises profondément ta valeur inhérente. Ce n'est pas une tactique de séduction ou une stratégie sociale, mais une expression naturelle de ta croissance intérieure et de ta dignité retrouvée. Il est important de se rappeler que la présence irrésistible ne signifie pas perfection ou absence de vulnérabilité. Elle inclut plutôt la capacité de reconnaître et d'exprimer tes vulnérabilités depuis une position de force, non de carence. C'est la différence entre dire « j'ai peur, j'ai besoin que tu me valides » et « j'ai peur, et je partage cela avec toi parce que je choisis d'être authentique ». De plus, la présence irrésistible n'est pas un état permanent que l'on atteint une fois pour toutes et que l'on ne perd jamais. C'est une pratique continue, un engagement quotidien envers tes valeurs et ta dignité. Il y aura des jours où tu te sentiras moins centré, des moments où les anciens schémas essaieront de refaire surface. Ce qui distingue ceux qui possèdent une véritable présence irrésistible, ce n'est pas l'absence de ces fluctuations, mais la capacité de les reconnaître et de revenir au centre plus rapidement. Enfin, il vaut la peine de mentionner que la présence irrésistible attire non seulement ceux qui t'ont dévalorisé, mais elle ouvre également des portes vers de nouvelles relations, d'une bien plus grande qualité. Les personnes qui valorisent et respectent naturellement les autres reconnaissent et sont attirées par ton authenticité et ta force intérieure. La véritable épreuve de la présence irrésistible n'est pas de savoir si tu peux récupérer quelqu'un qui t'a traité comme une option, mais de savoir si tu as atteint un état intérieur où cela n'a plus d'importance. La plus grande ironie de toutes est que, lorsque tu atteins réellement ce point, tu deviens souvent la première option de ceux qui ne te valorisent pas auparavant, non pas parce que tu l'as essayé, mais précisément parce que tu as cessé d'essayer. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.